On se retrouve donc pour la deuxième et dernière partie de ce double épisode sur l'intelligence artificielle et nos usages. Dans la première partie, donc le dernier épisode, si vous ne l'avez pas écouté, on s'est attardé sur les définitions de l'intelligence artificielle, quel est à peu près l'état de l'art en ce moment. On a donné quelques petits sujets d'actu. Assez rapidement, et on a commencé à mentionner quelques outils. Dans cette deuxième partie, on va vraiment aller un peu plus en détail dans tout un tas d'exemples assez variés d'outils qu'on utilise au quotidien ou plus ponctuellement. On espère que vous apprécierez. Je vous laisse avec Julien et Pierre du passé. Avoir des moments de doute, c'est normal, et c'est même plutôt sain, ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeur à manager, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Ronins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-ronins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute. Très bien, donc ça c'est pour Copilot. Je te propose qu'on parle un peu de ChatGPT. Bien sûr. Parce que c'est un incontournable. Alors on va parler, je pense, que de ChatGPT 3.5. Ouais. Donc la version gratuite. Je disais à Pierre tout à l'heure que j'ai enfin été accepté à utiliser la version payante ChatGPT+, donc qui ouvre à tout un tas de trucs, notamment un ChatGPT un peu plus puissant, et puis à une sorte de multimodalité c'est-à-dire que ça lui donne on peut lui envoyer des photos et il comprend, et on peut lui demander de générer des images et il les génère. Alors c'est différents modèles qui sont appelés, donc il y a un peu des transformations entre chaque truc, c'est pas vraiment de la multimodalité, mais bon, ça ouvre déjà quand même pas mal de trucs. Tu peux prendre une photo de ta plante et dire ma plante a l'air de pas être en forme, est-ce que tu peux me dire ce que c'est déjà, parce que je me rappelle pas, et puis est-ce que je devrais l'arroser? Et en théorie, il devrait réussir à s'en sortir. Donc bref, c'est assez cool, mais j'ai pas encore complètement, j'ai même pas du tout essayé, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais moi j'utilise quand même ChatGPT au boulot. Alors pas beaucoup. C'est marrant parce qu'au début je me disais ah ouais, ça doit être trop bien et tout, et après je me suis rendu compte que je trouvais pas d'usage. Alors c'est souvent un petit peu ça, parce que c'est tellement ouvert comme système, on peut tellement tout lui demander que maintenant il faut juste un peu prendre le réflexe. Mais je me suis rendu compte, et ça m'a un peu rassuré, que j'avais pas beaucoup besoin de ChatGPT parce que générer du texte, heureusement c'est pas mon métier. C'est-à-dire que quand je veux demander quelque chose à quelqu'un, je lui envoie un message et c'est tout, quoi. Il n'y avait pas besoin j'ai entendu des gens qui disaient quand je veux demander mes vacances à mon boss, du coup machin, moi quand j'ai envie de demander des vacances, j'ai pas besoin de faire des ronds de jambes, et j'en suis très heureux. Mais ça aide quand même pas mal pour certains trucs. Alors je regarde un petit peu dans mon historique pour vous trouver des vrais exemples. Par exemple pour les missions et les valeurs de une de mes équipes. J'ai fait une rétro avec une de mes équipes, et on a fait la rétro du Salesbot. Donc on s'est dit ok, quel est notre objectif, quelles sont les forces qui nous tirent en arrière, quels sont les risques entre notre bateau et l'île qu'on essaie d'atteindre, et quelle est l'ancre qui nous tire en arrière, quel est le vent qui nous propulse. Tout ça en gros, ça permet d'avoir une sorte de liste de plein de trucs. Et ensuite, à partir de ça, moi, en asynchrone après la rétro, j'ai pris sur moi d'essayer de compiler un peu tout ça pour en tirer une mission pour mon équipe, donc un mission statement, un truc qui dit, voilà, l'objectif principal de cette équipe, c'est de faire ça. Et du coup, ça peut nous donner, c'est un truc qu'on peut réutiliser vraiment tous les jours, et vraiment que je cite au début de chaque stand-up, quoi,
bien que ça rentre et qu'on perde pas l'objectif de vue. Et de ça, ensuite, on a commencé à essayer de dériver des valeurs pour l'équipe. Qu'est-ce qui vraiment nous importe. Et du coup, avant, peut-être, sûrement, je l'aurais sûrement pas fait ça tout seul, et en plus, on aurait passé 2 heures en réunion à brainstormer, à se dire, ah, machin, est-ce que est-ce que ça mais là, du coup, j'ai tout balancé, tout ça, un peu comme ça, à l'arrache, et encore une fois, je trouve ça cool que t'as pas besoin de formater, tu donnes tout ça, et ça m'a sorti les trucs, quoi. Donc après, donc tu lui dis, voilà, tu lui expliques bien ce que tu veux faire, tu lui donnes une bonne définition de vraiment tous les trucs que tu recherches, il va commencer à te sortir des trucs, pas toujours incroyable, puis tu raffines, tu dis, du coup, ce mission statement, il est trop long, ou c'est trop compliqué, ou vraiment, vas-y, va à l'essentiel, et puis il répond, puis va à l'essentiel, mais au moins, tu vois, il y a un peu un ping-pong, et t'arrives à la fin à faire un truc qui est assez quali, quoi. Et de toute façon, tu peux toujours, et Léa va pas vérifier si tu utilises ce qu'il te donne, donc de toute façon, à la fin, tu utilises ce que tu veux, mais au moins, ça permet de faire avancer le truc. Puis après, on dit, vas-y, sors-moi des valeurs. Ah non, mais celle-là, non, elle a aucun sens. Celle-là, tu crois pas qu'elle est un peu trop, et puis, mais comme tu lui as déjà donné, peut-être tu peux aller sur moi, par exemple, je suis allé lire des blogs moi-même, comme un humain, sur quels sont des exemples de valeurs pour l'équipe, etc. Quelles sont les qualités qu'on recherche dans ces valeurs-là. Et notamment, dans les articles de blog que j'ai du coup filé à ChatGPT, ça disait aussi, ces valeurs-là, l'équipe est censée pouvoir s'y référer, et c'est censé les fédérer, mais c'est aussi censé être des valeurs qui les distingue un peu des autres équipes, tu vois. Et tu vois, il y a des valeurs que moi j'aimais beaucoup et que tout le monde aime beaucoup, tu vois, du style effective communication, tu vois, la communication dans l'équipe, à l'intérieur et avec les autres équipes, elle est vraiment bien efficace, polie, tout ce que tu veux. Ça c'est très bien, on en est vachement fiers, mais globalement à Swissborg c'est le cas de toutes les équipes. Donc ouais, c'est vraiment une super valeur, mais est-ce que vraiment ça nous distingue des autres? Pas tant que ça. Donc c'est bien de le garder, mais en même temps, s'il faut en garder que 3-4, peut-être qu'on prendra pas celle-là. Et ça, ChatGPT a réussi à me le dire au bout d'un moment. Elle me dit, et je lui ai dit, ok, tu m'en as donné 10, si tu devais en enlever la moitié, laquelle t'enlèverais et pourquoi? Et il m'a sorti, celle-là, et bref, ça permet de faire un peu du ping-pong mental, et puis à la fin, voilà, ça n'empêche pas que tu peux donner plein d'idées à tout le monde, et puis ensuite on peut voter ensemble et tout, mais voilà, ça fait avancer. Donc pour faire du brainstorming un peu tout seul, moi j'aime beaucoup ça. J'utilise pas beaucoup de ChatGPT pour juste lui poser une question et il me répond parce que je lui ferai pas confiance, mais par contre pour aller faire un peu du brainstorming comme ça, c'est d'une efficacité assez redoutable. Et puis ça réutilise, comme je disais tout à l'heure, un des principes qui a été découvert avec les LLM, qui est le chain of thoughts. Donc en fait, plus on va converser, plus on va lui donner en fait plusieurs inputs, en fait les entrées qu'on va lui donner, plus on va discuter avec lui, plus il va comprendre en fait de quoi est-ce qu'on parle, et meilleures vont être les réponses. Donc c'est là où c'est intéressant de lui donner du contexte et simplement en fait de réfléchir avec lui, de dire oui, non, peut-être, mais pourquoi. Et surtout, c'est un des points justement qui est important, de questionner ChatGPT. Ça a été prouvé que ça donne bien évidemment des meilleures réponses, puisqu'en fait si on lui demande juste de nous pondre quelque chose, il va le faire, pas de manière bête, mais il va le faire implicitement, alors que de lui demander pourquoi et de justifier ses choix, ça va implicitement donner un meilleur résultat, puisqu'en fait il va non seulement donner la réponse, mais il va aussi devoir donner la justification de sa réponse, et donc de facto améliorer la réponse. C'est un peu bête à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec les LLM. Donc c'est aussi une bonne pratique de le questionner sur le pourquoi tu m'as donné telle ou telle réponse. Ça augmente la qualité à nouveau du résultat. Toi, tu utilises un peu ChatGPT à côté, ou c'est vraiment t'es plus vraiment sur du Copilot. Copilot, c'est tous les jours, ça c'est sûr. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, Copilot en fait n'apparaissait qu'en suggestion directement dans les lignes de code. Et maintenant, en fait, ils ont littéralement mis un chat sur le côté. Donc, je peux par exemple sélectionner une portion de code et lui dire je ne comprends pas tout à fait ce que fait ce code-là, ou je
peux-tu m'expliquer? Ou alors le prendre et dire, voilà, ce code-là fait actuellement ça, et j'aimerais rajouter une nouvelle fonctionnalité, j'aimerais rajouter par exemple une nouvelle variable qui permettrait de faire ça. Quelle serait la meilleure manière de l'implémenter? Et donc, alors pour le coup, ça c'est pas le plus intéressant puisque ça va pas forcément sortir le meilleur code aujourd'hui. Comme j'expliquais, sur un problème donné, c'est pas forcément le meilleur, mais vraiment sur du code, c'est là où ça performe fort. ChatGPT, non, moi j'utilise plutôt tout ce qui va être ce qu'on dit grossièrement le copywriting, c'est-à-dire quand j'ai des choses à écrire, je vais passer par ChatGPT. Alors là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est une amie à moi qui l'a utilisé récemment. Elle devait faire en fait une lettre pour dire qu'elle voulait se désinscrire de la salle de sport, parce qu'en fait, donc c'est les fameuses salles de sport où vous avez accès à plusieurs dizaines de salles en France, sauf qu'en fait, la salle où elle était avait brûlé, donc elle était plus accessible. Et donc l'entreprise a dit non, vous avez payé un accès pas juste pour cette salle-là, vous avez payé un accès pour la France. Et donc du coup, elle voulait faire une lettre assez coton pour leur dire un email assez coton pour dire non, là vous jouez sur les mots, me cherchez pas trop parce que là vous avez pas tellement le droit de le faire. Là en gros, j'ai le droit de demander la résiliation. Et donc ce qu'elle a fait en fait, c'est que elle avait pris la charte et les conditions d'utilisation de la salle, elle a tout donné à ChatGPT en lui disant voilà quelles sont les conditions d'utilisation. Peux-tu me donner des arguments qui seront très durs à contrer pour pouvoir demander à annuler mon contrat. Et ChatGPT a réussi, elle a envoyé le mail et elle a réussi à faire annuler sa carte de salle de sport pour changer de salle de sport, alors qu'une amie à elle avait fait une demande par mail bateau en disant oui, la salle n'est plus disponible, j'aimerais arrêter tout ça parce que voilà, ça, et ça a été refusé. Donc c'est assez intéressant de voir que quelqu'un qui l'utilisait a eu un meilleur résultat dans la vie réelle que quelqu'un qui ne l'utilisait pas, donc c'était assez drôle. Excellent. Ouais, ça me fait penser à un exemple qui est pas de rapport au boulot, mais au moins ça vous donnera peut-être des idées. Il y a quelques mois, j'ai déménagé à Lisbonne, d'un appart à l'autre, et du coup, mon contrat de location est en portugais. Moi, j'arrive à lire le portugais, mais bon, mon niveau est quand même pas au niveau d'un avocat, en tout cas. Et du coup, je me suis dit, hey, j'ai demandé à ChatGPT, parce que finalement, ChatGPT, il raisonne un peu mieux en anglais, mais bon, globalement, il s'en fout un peu de la langue. Et du coup, j'ai vraiment copié, collé tout ça, et j'ai dit à ChatGPT, voilà, tu es un avocat expert en loi de l'immobilier, ou je sais plus ce que je lui ai raconté. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce contrat pour moi qui suis le nouveau locataire? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je devrais faire attention et quels sont les bons côtés, etc. Et j'ai été très surpris de la qualité de la réponse parce que j'ai quand même lu le contrat. Et j'ai été très surpris de la qualité de la réponse, quoi. C'est capable de dire ah ouais, donc le préavis, il est relativement court par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans la plupart des autres contrats, ou par rapport à ce qui se fait pas mal au Portugal. Alors le loyer, il est comme ci comme ça. Voilà, après il connaît pas les actualités et tout, donc il peut pas. Mais il a su, je me rappelle plus exactement, mais il m'a trouvé des exemples, des points spécifiques dans le contrat que j'avais vraiment pas vu, quoi, et qui étaient plutôt bon, quoi. Enfin, j'étais assez d'accord avec ces observations. C'est juste que moi, il a fallu que je lise tout le contrat en portugais. Ça m'a pris 20 minutes. Et alors que ChatGPT, finalement, a réussi à sortir pas mal de trucs assez rapidement, et surtout a pu me répondre en anglais, ce qui est quand même plutôt cool. Pour finir sur le portugais, je l'ai utilisé l'autre jour. J'ai dû aller à la sécurité sociale pour récupérer mon mot de passe. Bref, une histoire. Une aventure. Ah ouais, une aventure. Mais surtout, moi, je parle pas portugais. Enfin, je parle un tout petit peu, mais je parle pas niveau administratif. Et du coup, j'ai briefé ChatGPT avant. Je lui ai dit, voilà, demain, ce que je vais faire, voilà pourquoi j'y vais, voilà, machin. Aide-moi. Donc, donne-moi un script déjà, et puis aussi, donne-moi plein de phrases qui pourraient être pratiques à pouvoir utiliser en fonction des cas, etc. Et du coup, j'y suis allé, et c'était quand même pratique de pouvoir s'y référer un peu, avoir un peu ma cheat sheet. Voilà, des exemples comme ça. Si je cherche dans mon historique ChatGPT, j'en ai plein, je pense. Mais il y a une statistique justement sur tout ce qui va être au niveau des lois qui est extrêmement intéressante entre les performances de ChatGPT 3.5 et les performances de ChatGPT 4. Faut savoir donc il y a le Uniform Bar Exam qui est un diplôme, un examen à passer, de même que le LSAT qui est aussi un autre examen en Amérique à passer pour pouvoir exercer en tant qu'avocat cette fois-ci.
Il faut savoir que les résultats sur le 3.5, donc ils étaient à la 10e place sur 100, sachant que 100 étant le meilleur. Donc ils faisaient partie des 10% les plus bas des meilleures réponses. Ils sont passés à 90%, c'est-à-dire qu'ils ont fait 9 fois mieux avec la nouvelle version. Et pour le LSAT, ils avaient un taux de passe qui était à 40% d'acceptation et ils sont passés à un taux de 88% de succès au LSAT, ce qui est énorme en termes d'avancement. Et donc, c'est pas étonnant que si déjà tu avais des bonnes réponses à l'époque, je sais pas il y a combien de temps tu l'as fait, sur quel modèle, les réponses seraient encore meilleures aujourd'hui au niveau de tout ce qui va être au niveau de la loi. Ouais, j'ai fait sur le 3.5 et du coup, je suis pressé justement d'essayer le 4.0 pour voir vraiment ce que ça donne. Je me doute. Donc ChatGPT, donc là on a parlé donc du coup pour le coup donc Copilot qui est basé sur ChatGPT et ChatGPT lui-même qui est pour le coup conversationnel. Plutôt on a parlé de Stable Diffusion, on n'en a pas encore parlé. Je crois que tu as 2 exemples à nous donner dessus, dont un que tu utilises quotidiennement, ou du moins assez régulièrement. Playground.ai. Ouais, Playground.ai. Donc Playground.ai, donc tu l'as mentionné, ça utilise Stable Diffusion, donc c'est de la génération d'images. De la génération d'images, il y a plein de façons. Il y a pas mal de différents modèles, etc. pour utiliser. Donc on a parlé de DALL-E, on parlait de Midjourney, etc. Moi, ce que j'aime bien avec Playground.ai, c'est que moi, vraiment, historiquement, je suis vraiment une brêle à ça, à la génération d'images. J'ai essayé depuis longtemps, déjà à l'époque de DALL-E, etc., où tu vois des mecs qui font des trucs super bien, et toi, tu mets ton prompt, et c'est un truc tout moche, et tu dis quand même, ça, comme quoi ça remplace pas le talent. Ouais, c'est ça. Et je trouve que Playground.ai fait plutôt un bon travail. Peut-être pas à remplacer le talent, mais il vient quand même vous mâcher beaucoup le travail, tout en laissant quand même beaucoup de paramètres pour venir un peu gratter et faire des trucs un peu plus jolis, quoi. Donc, mais assez rapidement, vous pouvez avoir des résultats qui sont très bons sans avoir besoin de passer vraiment une demi-heure sur chaque image. Donc, il y a tout un système de filtres. Du coup, si vous voulez une image avec un style particulier, ça va déjà vous donner un truc plutôt plus joli, alors que vous avez sûrement tous vu des énormes prompts super spécialisés qui sont incompréhensibles. Playground.ai, tu peux vraiment lui dire je veux une photo de 2 personnes qui s'embrassent sous un abribus sous la pluie, et boum, ça va faire un truc, quoi, parce que ça va utiliser justement des LLM qui ont été entraînés spécifiquement sur du prompting de génération d'images pour aller étendre votre prompt et rajouter tous les trucs qu'on comprend pas, qui te disent ouais, je veux une focale de temps et tout machin, super réaliste, bref, tous les trucs bizarres qu'on n'a pas envie d'apprendre, que moi en tout cas j'avais pas envie d'apprendre. Et bref, ça fait des trucs super bien, et surtout derrière ça va vous permettre il y a un mode génération comme on peut l'imaginer, et il y a un mode canvas qui vraiment vous propose d'avoir un canvas, donc un peu comme sur Miro ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez avoir autant d'images que vous voulez, vous pouvez les importer de votre ordi, vous pouvez les importer de ce que vous avez généré, et vous pouvez les mettre ensemble, et vous pouvez faire de l'in painting, c'est-à-dire vous avez une photo de vous et vous voulez vous rajouter un joli collier ou des lunettes, vous gribouillez sur les yeux et vous dites boum, je veux des lunettes dans tel style, et boum, ça vous rajoute des lunettes. Vous voulez enlever une guitare en arrière-plan, hop, vous grattez, vous gribouillez sur la guitare, vous dites ça, tu me l'enlèves, hop, et ça l'enlève. Et ça peut faire de l'out painting aussi, donc vous pouvez faire juste si vous avez une photo juste n'importe quoi, une photo de vous, et que vous voulez l'agrandir un peu, et vous voulez que l'IA imagine ce qu'il y a en dehors du cadre, ça peut complètement le faire, et ça fonctionne vraiment pas mal. Donc entre la restauration de visage qui est assez pratique parce qu'il y a beaucoup d'IA qui font des visages un peu bizarres, donc ça fait de la restauration de visage avec de l'IA, ça vous fait de l'upscaling, donc vous pouvez lui filer une image et lui dire celle-là je la veux en x4 plus grand, ça va imaginer tous les pixels qu'il y a au milieu, et ça fait des trucs pas trop mal, plus l'in painting, plus l'out painting, plus bref, c'est une vraie petite boîte à outils IA. Alors, en vrai, à chaque fois que je l'utilise, ça me prend beaucoup plus de temps que si je savais utiliser Photoshop, hein, donc je pense que vraiment c'est pas encore... mais ça, si vous voulez faire de la génération d'images, moi j'en ai fait beaucoup, et notamment je prenais l'exemple tout à l'heure avec Pierre quand on préparait l'émission, j'ai fait une présentation sur une introduction à la blockchain il y a quelques mois,
on m'a demandé vraiment 10 jours avant la date, donc j'avais vraiment pas le temps parce que j'avais d'autres trucs à faire aussi. Du coup, je me suis documenté à fond pendant 2 heures. J'ai gratté une tonne de notes, donc je savais, c'est moi qui avais compris les informations, je les ai bien sourcées moi-même, etc. Voilà. Ensuite, j'ai balancé tout ça à ChatGPT, je lui ai dit, maintenant tu m'écris des slides pour une présentation de 30 minutes, et pour chaque slide, je veux un titre et des notes pour moi, les notes du présentateur, et je veux un prompt, donc une description d'une image qui pourrait illustrer le propos de la slide. Et ChatGPT m'a sorti tout ça, tout un plan. J'ai balancé tout ça dans Miro. Pour chaque image, j'essaie de générer avec Playground DI. Et vraiment, comme ça permet, on parle souvent d'agilité, ça permet d'être itératif, quoi. C'est-à-dire que j'avais une première itération où j'avais que du texte avec mes notes à moi. Et voilà, je peux faire un peu, en improvisant un peu, je peux faire une présentation. Ensuite, j'ai voulu rajouter un support de présentation. ChatGPT et Playground.ai m'ont aidé à faire un support de présentation qui ont rien enlevé en fait à la qualité ou au contenu de ce qu'il y a dans la présentation, mais au moins qui rendait ça un peu plus joli. Donc comme ça, c'est à chaque fois que j'arrive à me débloquer 2 heures, je me dis hop, vas-y, je vais améliorer la qualité de la présentation, mais au moins dès le début j'avais un livrable, quoi. Donc pour illustrer des slides, c'est assez cool. Et pour plein de trucs, j'ai fait une célébration pour une de mes équipes où je leur ai décerné des titres à chacun, des espèces de diplômes, tu vois, genre lui c'est le master refactor, c'est le maître du refactoring, elle c'est la reine de la donnée, etc. Et du coup j'ai joué un peu avec Playground, et pour chacun d'entre eux j'ai réussi à leur imaginer un portrait qui ressemble à eux juste dans un contexte qui renforce à fond le truc, tu vois. Il y en a un, il est surfeur, je lui ai fait un bureau près de la plage et tout, avec une planche de surf derrière et tout. Bref, il y a plein de trucs à faire qui sont très très cool, et plus, comme ChatGPT et comme la plupart des outils, plus on les utilise et plus on a tendance à les utiliser, quoi. Quand on a un marteau, tout est un coup. C'est ça. Dans les outils aussi, donc qu'on utilise, donc là on a fait un peu le tour de quotidien, on va dire qu'on utilise. Pour le cas de Copilot, pour moi c'est journalier. ChatGPT c'est plusieurs fois par semaine. Playground c'est au moins une fois par semaine pour Julien. Alors, on a des outils qu'on utilise un peu plus ponctuellement. Donc Notion, on l'a déjà cité. Un qu'on utilise à nouveau. Le podcast rentre parfaitement dedans, c'est Auphonic. Donc Auphonic, en fait, c'est un outil qui nous permet, donc ce qui se passe en fait quand on est en train de faire l'épisode, donc ce qu'on va faire, c'est, alors on a une partie de mixage à la main, c'est-à-dire qu'on va couper, donc on va bien caler les pistes pour être au début de l'épisode jusqu'à la fin de l'épisode. On va retirer s'il y a eu des petits couacs ou des moments où on coupe, et on enlève tout ça et on peut avoir une piste qu'on va dire propre. Ce qui va rester dessus, ça va être par exemple des bruits, il va y avoir quand même peut-être des petits bruits de bouche, des petits bruits de micro, si on touche quelque chose sur le bureau, des choses comme ça. Et donc on va le passer en fait dans Auphonic. Donc on a un script qui nous permet directement d'upload le fichier audio. Et en fait, ce qui va se passer, donc jusque-là, s'il y avait juste l'application d'un filtre pour enlever les bruits parasites, on ne parlerait pas forcément d'intelligence artificielle. Là où c'est très fort, c'est que si jamais, donc pour ceux qui, par exemple, regardent l'épisode sur Spotify, vous allez voir qu'en fait, on a des timecodes qui se rapportent, donc on va dire en fait des chapitres, pour faire simple, qui se rapportent en fait au point dont on a parlé. Donc là, j'imagine que vous allez avoir un timecode spécifiquement quand on va parler de Copilot, quand on va parler des actus et tout ça. Et en fait, ça, c'est pas nous qui les générons à la main, c'est en fait directement Auphonic. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir un transcript complet de ce qui a été dit. Donc il y a une reconnaissance qui est faite de ce qu'on est en train de dire maintenant. On aura une retranscription écrite par texte, et ça va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que de ce texte, en fait, Auphonic va générer des chapitres en disant là vous avez plutôt parlé de ce sujet-là, là plutôt de ci, là plutôt de ça, et va faire correspondre le moment où on a commencé à en parler et nous donner les titres des chapitres. Ce qui va nous permettre en fait de directement vous donner les timecodes avec le contexte donc de ce dont on parle à ce moment-là directement. Et donc ça, c'est ce qu'on va mettre directement dans la description de Spotify pour que vous ayez en fait les timecodes associés directement à l'audio. En plus de permettre donc de rajouter une intro, une outro, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un outil qui est assez puissant, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qu'on devrait faire à la main. Non seulement par exemple les timecodes, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on réécoute tout l'épisode. Alors ce qu'on fait de façon
de manière assez générale, on les réécoute, mais on le fait sur quelques épisodes, pas forcément tous les épisodes. Et avant, on était obligé de faire tous les épisodes, maintenant non. Et pour faire plus simple, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait tout simplement pas de timecode parce que ça prend trop de temps, parce qu'il faut se dire, ah oui, donc là, on change de choses, là, ce serait plutôt ci, plutôt ça. Et comme en plus, c'est nous qui recordons l'épisode, on n'est pas forcément les meilleurs pour se dire, ah bah oui, là, on change de sujet, parce qu'on s'en rend pas forcément compte dans le fil de la discussion. Là où une IA étant un peu, enfin, pas un peu, étant une machine, elle va nous dire, bon, bah là, il y a un changement de sujet, donc je peux mettre un nouveau timecode. Donc c'est quelque chose d'assez puissant qui nous fait gagner beaucoup de temps au niveau du rendu des épisodes et qui pour le coup nous permet d'avoir une qualité de rendu d'épisode qui est meilleure avec des timecodes où vous pouvez aller directement aux parties qui vous intéressent. Donc c'est puissant comme outil. Et donc s'il y a d'autres personnes qui vous écoutent, qui font du podcast, qui produisent des podcasts, n'hésitez pas à vous renseigner. Franchement, ça vaut le coup. Ouais, ça a changé, ça a drastiquement amélioré rien que déjà la qualité audio du podcast, parce que moi je me suis un peu formé au mixage et tout, mais en vrai vous l'avez entendu, si vous écoutez les vieux épisodes, c'était pas toujours incroyable, et donc ça vraiment, parce que ça fait vraiment du traitement audio, donc ça coupe vraiment ça fait plein de trucs, et il rajoute des trucs au fur et à mesure, donc vraiment ça au top, et comme tu disais, le transcript plus, du coup ça passe tout ça dans un LLM pour donner tout le transcript, une description longue, une description moyenne, une description courte, des keywords, des mots-clés, plus le chapitrage. Tout ça tout seul, moi je prends. Ce qui est marrant, c'est qu'avant les notes de l'émission, on les faisait au tout début, on les faisait à la mano. Ensuite, moi je les faisais avec Notion AI. À la fin du conducteur, il y avait un pré-prompt qui utilisait les notes de l'émission, mais parfois on prend des notes de l'émission qui sont quand même relativement sommaires, et ça c'est pas assez pour vraiment avoir des notes d'émission générées par Notion AI qui était suffisante. Là au moins c'est basé sur vraiment ce qu'on dit, donc on peut juste se lâcher et on est sûr que dans la description ça va rien oublier. Donc Euphonic c'est très cool, ils ont une API qui fonctionne pas mal, donc nous on utilise, comme ça permet vraiment de tout automatiser, quoi. Vous pouvez même à la fin intégrer Euphonic avec n'importe quelle plateforme que vous utilisez pour héberger votre podcast, et ça peut faire la publication automatiquement avec note de l'épisode automatiquement, etc. C'est vraiment un outil très puissant. Il me semble que c'est une petite boîte autrichienne, si je me trompe pas, et le support est hyper réactif. Hier encore j'avais des problèmes. Je crois que j'ai mis à jour mon Mac, et maintenant Curl utilise HTTP2 ou je sais pas quoi, et bref ça marchait plus très bien, mais tu leur passes un mail, ils te répondent vraiment dans les 10 minutes, et en plus la personne au support, Georges, écoute, allô, et assez technique en plus, donc vraiment on peut juste balancer des bouts de code et ils répondent super. Ils sont très gentils et c'est très bien. Pour rester dans l'audio, un truc que j'ai pas beaucoup essayé, c'est Adobe, qui ont commencé à sortir une suite d'outils pour le podcast. Alors ils ont, si je me rappelle bien, 2 outils qui sont disponibles mais payants ou gratuits dans une certaine limite de temps. Ils ont un outil qui permet de faire juste de l'amélioration de pistes, c'est-à-dire que vous leur donnez une piste avec un audio tout pourri, et ils vous sortent la même piste avec une qualité vraiment studio. Et c'est vraiment pas mal, ça dépanne pas mal. Pour la petite anecdote, le dernier épisode de Relife qui s'est arrêté, Relife, on a arrêté le podcast, on a enregistré le dernier épisode il y a quelques semaines. J'étais au Brésil. J'avais pas prévu d'enregistrer de podcast là-bas, j'avais pas mon matériel pro, et donc j'ai enregistré juste avec mon casque. Donc la qualité de mon audio était pas incroyable, surtout quand j'étais en discussion avec 2 personnes qui ont leur studio de podcast avec des super micros. Donc vraiment ça faisait un peu tâche. J'ai balancé ça dans Adobe Podcast. Vraiment le résultat il est
mais à des années-lumière, quoi. C'est incroyable. Donc ça marche très bien et même ça coûte pas très cher. Il y a, ils sont en train, ils travaillent, ils ont sorti, mais en bêta privée, je crois, une suite d'outils vraiment pour le podcast qui, je pense, va être incroyable, quoi. Du style, avec Pierre, on va pouvoir, plutôt que de enregistrer nos pitchs chacun de notre côté, on va pouvoir s'enregistrer, aller sur le site, hop, aller sur le truc, s'enregistrer tous les deux en même temps, on aura nos deux pistes. Après, ça te fait le transcript, tu pourras vraiment lire le script et tu vois, tu sélectionnes la phrase, tu la supprimes et boum, ça la supprime de l'audio, quoi. Enfin, ça va tout changer, encore une fois. Mais c'est vraiment juste, tous les outils sont là, quoi. Il y a juste à ce que des développeurs sortent le code et fassent un joli produit mais technologiquement, c'est déjà là, quoi. Donc ça, c'est incroyable aussi, quoi. Donc pour tout ce qui est traitement et édition de tout et rien, d'audio comme d'image, comme de texte, comme de vidéo, on fait des mondes géants en ce moment. Ouais. En parlant justement d'image, tu avais un dernier que tu as utilisé récemment, Secta. Oh ouais, alors ça c'est incroyable. Donc Secta, je me rappelle plus où j'ai entendu parler de ça, je crois que j'ai vu ça dans une newsletter. Bref, je vous le conseille, mais alors rien que déjà, c'est une startup et ils font le conseil qu'on donne aux startups en général, c'est faites un truc très bien. Vraiment, l'expérience utilisateur doit être au top. C'est-à-dire vraiment, fais un truc, tu te concentres sur un truc et tu le fais très bien. Et après, tu peux étendre autour. Eux, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils font un truc super bien. Et je sens que derrière, c'est fait un peu manuellement quand même. Mais ça marche super bien. Donc, en fait, leur proposition de valeur, c'est des portraits. Donc, on a tous quasiment tous une photo de profil LinkedIn. Parfois, il faut pouvoir, je sais pas, vous commencez dans une nouvelle boîte, il faut mettre un portrait de vous sur le site ou je sais pas quoi. Il vous faut un joli portrait, une photo professionnelle de vous. C'est toujours pratique à avoir sous le coude. Le problème, c'est que moi, avant, ce qui se passait, c'est que comme c'était pas souvent que j'en avais besoin, je mettais à jour cette photo-là, je sais pas, tous les 5 ans, quelque chose comme ça. Bref, la dernière photo professionnelle de moi, je l'ai prise avec un iPhone il y a 3 ans et quelques. J'avais encore les cheveux longs. Maintenant, c'est pas possible. Et à chaque fois qu'on me demande une jolie photo de moi, j'ai soit une vieille photo, soit des photos de vacances, mais j'ai pas un truc pro super et j'ai pas toujours le temps ou la météo ou quoi que ce soit pour aller faire une jolie photo et prendre 3 heures de ma journée pour faire ça et galérer parce que je suis pas un artiste accompli. En tout cas, pas en photographie. La proposition de valeur de Secta, c'est tu uploads 25 photos de toi. Mais pas forcément des portraits, des photos où tu apparais. Alors, il y a certains critères, il faut que la lumière soit bonne, il faut pas avoir des AirPods dans les oreilles, il faut pas avoir des lunettes de soleil, mais c'est globalement à peu près tout. T'es pas obligé d'être tout seul sur la photo. Et bref, tu trouves 25 photos de toi, même t'en prends si tu veux, et ça va mettre tout ça dans une IA, et ça va ensuite te sortir une quantité illimitée de portraits professionnels de toi. Et c'est vraiment hyper bluffant. Ça marche super bien. Alors, il y a des images qui sont un peu cheloues, mais sur les 500 images que tu vas récupérer, tu peux en sélectionner 3-4. Tu regardes un petit peu. Tu peux en sélectionner 3-4. C'est sûr que tu en trouveras des jolis qui te plaisent. Il y en a qui vont être de 3/4, il y en a qui vont être de face, il y en a qui vont être... Les fonds, le fond, l'arrière-plan change, etc. La lumière change d'exposition. Bref, tu as une panoplie d'images que tu peux utiliser pour toute ta vie. Et en plus, qui marche pas encore très très bien, mais tu peux modifier les images. C'est-à-dire que tu peux dire, celle-là, en fait, je l'aime bien, donc je veux l'upscaler. Celle-là, donc je veux qu'elle soit plus grande, je veux augmenter la définition. Je veux changer l'expression du visage, je veux changer les fringues, je veux changer l'arrière-plan, je veux changer... Et il rajoute des trucs en plus super régulièrement. Donc tu te retrouves vraiment avec une panoplie d'images de toi. Alors il y en a qui vont avoir des têtes un peu bizarres, être un peu freaky, hein. Mais globalement, je trouve que ça marche bien. Allez voir sur mon LinkedIn. La photo sur mon LinkedIn, c'est pas moi. Et dites-moi si vous avez vu la différence. Et bref, voilà. Donc Secta, ça coûte $50. Vraiment pour $50, ça les vaut.
Et si vous utilisez le lien d'affiliation qu'il y a dans les notes de l'émission, eh ben, vous avez 50%. C'est même pas une blague. Donc vraiment pour $25, allez-y. Moi, je gagne pas d'argent dessus. Hein. Ça me donne juste des crédits que j'utiliserai pas pour pouvoir modifier mes photos. Quel altruiste. Ah. Voilà, donc on a fait le tour des outils qu'on utilise, que ce soit ponctuellement ou quotidiennement. On a 2 outils dont on voulait parler. Donc ça, c'est des outils où littéralement, alors coup du sort, Julien et moi, on s'est mis sur la waitlist de 2 produits différents et on a reçu nos accès en même temps. Donc on va pouvoir s'amuser avec ça dans les jours et les semaines qui arrivent. Donc de mon côté, j'ai reçu l'accès à donc V0 ou V0, ça dépend de comment on le prononce, qui est en fait un outil donc qui a été créé par Vercel, donc qui est la société qui a mis en avant le framework Next.js, pour ceux qui connaissent, qui aujourd'hui est un des plus gros frameworks utilisés pour le développement d'applications front-end en JavaScript. Donc en fait, le principe de V0, c'est d'utiliser la librairie de composants qu'ils ont en interne, qui s'appelle Shad.nc. Et donc en fait, en plus d'utiliser Tailwind CSS, qui est en fait tout simplement utilisé pour faire de la customisation, je vais essayer de garder ça simple, de la customisation de composants que vous allez créer avec la librairie. Et en fait, l'idée qui est assez incroyable, c'est en fait de simplement demander par du prompting, donc en entrant du texte, en disant voilà, je veux créer un dashboard avec 3 tabs, donc par exemple page d'accueil, overview, donc vue globale et gestion des utilisateurs. J'aimerais que pour chaque page, il y ait un tableau où je peux faire une recherche et pouvoir faire des tris sur les colonnes et tout ça. Donc évidemment, vous lui donnez petit morceau par petit morceau. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir littéralement un front-end en fait, qui se construit sous vos yeux. Non seulement vous pouvez donner des spécificités au niveau de ce que vous attendez. Donc vous dites, par exemple, j'aimerais avoir un thème qui soit bleu, ou j'aimerais avoir des colonnes plus larges, ou j'aimerais que, par exemple, les noms et prénoms prennent 3 fois plus d'espace que ce que ça prend actuellement. Mais la petite chose qu'ils ont ajoutée, c'est que vous pouvez aussi cliquer sur un élément qui a été généré, puisque non seulement vous voyez le front-end, mais chaque élément en fait est un composant dans un composant dans un composant, comme des poupées russes. Et donc en fait, vous pouvez cliquer et donner un prompt spécifiquement pour l'élément que vous avez sélectionné. Donc plutôt que de lui dire je veux que la ligne soit foncée ou soit mise en surbrillance, et vous cliquez sur la ligne en question et vous lui dites cette ligne-là est la ligne quand j'ai fait une recherche, je veux qu'elle apparaisse en surbrillance. Et à nouveau, ça va le faire. Et à chaque fois, ça va vous donner le code correspondant. Donc, vous pouvez en fait le prendre, aller faire le code, modifier, lui redonner le code que vous avez modifié pour repartir comme base. Et à partir du code que vous aurez modifié vous-même, vous pouvez lui demander à nouveau de modifier des choses. Donc, c'est typiquement ce que j'expliquais, enfin, ce que je disais un peu plus tôt. On va arriver dans une ère où on va, en tant que développeur, écrire de moins en moins de code. Pour autant, c'est toujours nous qui allons être aux manettes. Et c'est typiquement ce genre de choses qu'on attendait. ChatGPT ou Copilot, aujourd'hui, si vous lui demandez, il va être bon pour résoudre des problèmes techniques en vous générant des fonctions. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais été très bon pour vous donner, en fait, des interfaces utilisateurs qui soient bonnes. Ça va vous faire des interfaces qui vont être alors certes fonctionnel, mais pas du tout joli. Et là où V0 a vraiment poussé le curseur loin, c'est-à-dire qu'en fait les interfaces seront pour le coup ergonomiques, joli à utiliser, et typiquement avec très peu de modifications sur le code qui vous sera proposé, vous allez pouvoir avoir une vraie interface que vous allez pouvoir mettre dans les mains d'utilisateurs sans qu'ils aient l'impression de se dire ok, ça soit c'est fait par un développeur un développeur junior, ou alors ça a été fait à la va-vite. Et là vous pouvez quand même commencer à avoir des interfaces sympas. Donc ce que je recommanderais aux gens qui seraient tentés de l'utiliser, si vous avez typiquement des back-office où vous avez besoin de beaucoup d'interfaces custom, ou vous voulez quelque chose qui soit utilisable, mais où vous savez que ce ne sera pas, en gros, un point de vente, ou une force de vente pour vos clients finaux. Si typiquement c'est pour vos utilisateurs en interne, vous avez besoin d'une interface qui est correcte, mais pas la plus jolie qui soit, la plus pensée au niveau de comment elle fonctionne, et typiquement V0, je pense, va être une excellente solution pour avoir ces front-end assez rapidement. Donc voilà. Donc moi, je vais le tester sur plusieurs petits outils. J'essaierai d'écrire un article, un retour d'expérience sur comment ça s'est passé. Mais non, franchement, ça a l'air d'être assez puissant, sachant que je crois qu'ils ont commencé à bosser dessus il y a que quelques mois à peine. Et un des outils aussi qu'ils ont rajouté, j'ai vu, qui n'était pas là il y a pour vous dire 1 mois, c'est le fait que maintenant, vous pouvez aussi uploader une image de ce que vous aviez grosso modo en tête ou d'un layout basique, et
le V0 va vous générer le layout avec le code et les composants qui correspondent. Donc voilà, gardez un œil dessus et moi je ferai un retour sur comment ça s'est passé, mais prometteur dans le domaine du front-end. Super, très pressé d'avoir ton retour. Ouais. Peut-être que je vais me remettre au front-end. De ton côté, ouais, Julien, on en a déjà un peu parlé, donc juste pour rappel, donc il y a GPT, le modèle que donc vous pouvez utiliser aujourd'hui. Donc ChatGPT est basé sur le modèle de GPT 3.5. Je pense que j'ai dû d'ailleurs dire une petite bêtise ou deux pendant l'épisode en utilisant le mauvais terme, mais qu'on soit très clair. GPT, c'est le nom du modèle qui est utilisé et ChatGPT est l'outil qui permet d'interagir avec. Donc de nouveau, quand on parle par exemple de Copilot, Microsoft a injecté 1 milliard et d'ailleurs maintenant a injecté plus de 10 milliards en totalité dans OpenAI pour bénéficier de ces modèles-là en exclusivité. Et donc c'est pour ça que Copilot, il y avait Copilot, la version bêta. Il y a eu la version qu'ils ont lancée commercialement et ils ont sorti Copilot X qui, à la base, donc le Copilot de base utilisait GPT 3.5 et aujourd'hui utilise GPT 4. Une des grosses différences qu'il y a eu, par exemple, c'est qu'avant, le modèle de GPT 3.5 ne pouvait utiliser qu'à peu près 7000 mots en contexte. GPT-4 a permis d'utiliser, je crois, à peu près 40 000 mots de contexte, qui a drastiquement changé la qualité des résultats qu'on obtenait en utilisant Copilot, qui aujourd'hui utilise GPT-4. Et donc, Julien, toi, tu as eu, donc là, on parlait, donc moi, j'ai eu accès à V0, toi, tu as eu l'accès à ChatGPT+. Qu'est-ce que c'est Alors, ouais, j'ai vraiment pas du tout eu le temps d'y regarder, mais globalement, qu'est-ce que c'est ? C'est donc ChatGPT, la version gratuite, ça vous permet de juste converser avec une version un peu plus ancienne du modèle, avec un certain nombre de limitations. Donc déjà, ChatGPT Plus, ça permet déjà d'accéder à GPT-4, à GPT-4, comme tu disais. Globalement, les réponses sont plus précises et sont meilleures. Mais ça vient aussi avec pas vraiment de la multimodalité, mais au moins avec un ensemble de plugins. Mais les plugins, juste pour faire un aparté là-dessus, par exemple, c'est un des ajouts de ChatGPT Plus par rapport à ChatGPT classique, c'est-à-dire que les fonctionnalités de plugin n'existent pas tout simplement dans ChatGPT. Et donc aujourd'hui, si jamais vous voulez avoir par exemple des promptings de qualité ou si vous voulez, on donnait l'exemple tout à l'heure, ChatGPT, tu es un expert en tel domaine et ci et ça, machin, vous devez écrire ce prompt-là à chaque fois que vous allez ouvrir une nouvelle discussion avec ChatGPT. Un truc tout bête, mais dans ChatGPT Plus, il y a des plugins qui vous permettent en fait d'utiliser, alors on va appeler ça le mode expert, c'est-à-dire qu'automatiquement, il y a des personnes qui ont proposé des plugins où vous allez sélectionner une liste de plus de 200 domaines d'expertise et vous allez mettre le curseur sur quel niveau d'expertise vous voulez. Donc ça, par exemple, c'est un plugin que vous pouvez accéder et avoir qu'avec ChatGPT+, pas avec le ChatGPT gratuit auquel on peut accéder aujourd'hui. Voilà, et donc il y a DALL-E qui me semble est de OpenAI aussi. Donc DALL-E qui fait de la génération d'images, maintenant est intégré directement à ChatGPT. Si vous êtes sur Instagram ou sur Twitter, vous avez peut-être vu passer des chaînes d'essais qui sont quelqu'un qui dit dessine-moi un chamallow en colère, et ça fait une image de chamallow en colère, mais vraiment comme si c'était dessiné au feutre sur le chamallow avec deux yeux et puis une bouche qui est pas contente. Puis on va dire plus en colère, et du coup là le chamallow il commence à prendre forme un peu, commence à avoir des bras et tout. Non, mais maintenant je veux une armée de chamallows, et du coup ça continue, c'est plus fort, plus en colère. Et à la fin, ça fait des trucs complètement incroyables. Et du coup, ça, je trouve ça, je suis vraiment très pressé de pouvoir jouer un peu avec. C'est le fait de pouvoir avoir une conversation et lui dire, OK, maintenant, tu me sors ça. Typiquement, ça m'arrive quand même assez souvent de faire des présentations. Pour faire passer un message, une image, c'est toujours plus clair. Et tu vois, parfois, ça m'arrive tellement souvent de vouloir montrer un graphique. Juste, je m'en fous, tu vois, c'est pas des vraies données que je veux. Je veux juste une jolie courbe exponentielle qui dit si ça, je sais pas, un truc un peu joli. Ça, à faire à la main. T'as déjà essayé, toi, moi, j'ai déjà fait ça plein de fois. D'ouvrir un tableur Excel, de mettre des données bidons dedans pour
pour faire un joli graphe, pour que machin, pour l'utiliser dans une présentation. Mais c'est absurde. Rien que pour ça, tu vois, c'est trop bien, quoi. Tu dis à ChatGPT, ok, je veux une courbe comme ci, comme ça. Ah, ben en fait, je veux que la courbe soit en bleu et tout. Et puis, je voudrais, puis là, puis. Incroyable. Donc, vraiment, pour ça va être trop bien. Et à l'inverse, quoi, pour pouvoir prendre une photo, bon, ça sort du cadre du travail, mais au Brésil, le nombre de fois que je me disais, c'est quoi comme arbre ça, c'est quoi comme plante, tu prends une photo, tu lui demandes ce que c'est, boum, c'est bon, tu sais ce que c'est. Ah, peut-être que Google Photo Reverse pouvait te faire ça avant, mais Google Lens. Là on va pas être sur le même niveau, quoi. Donc voilà, pour plein d'usages que je vais découvrir avec ChatGPT plus, on peut faire de l'analyse de données, apparemment ça marche pas trop mal, et puis voilà, et on peut créer, comme tu disais, sa propre version de ChatGPT pour un domaine particulier. Il y a plein de trucs à explorer, et je ferai peut-être un retour d'expérience aussi là-dessus. Ah, parfait, mais hâte de voir ce que ces deux outils-là vont donner, parce qu'il y a vraiment, enfin, pour le coup, je pense qu'on va bien s'amuser avec, donc ce sera intéressant de voir ce que nos esprits fous vont réussir à faire avec. Cool. Et puis donc qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, comme on disait, je pense pour moi ce sera sûrement de la multimodalité, surtout de la multimodalité, qu'on puisse lui donner une image, une vidéo, de l'audio. Juste, ce serait trop bien que dans la même interface, tu puisses lui dire ok, je te passe un MP3 et tu me le sors en qualité studio. Boum, quoi. Ouais. Et en même temps, fais-moi une image qui représente ce MP3. Boum. Et fais-moi un clip associé. Incroyable. Il y en a un, c'est un peu un truc que j'aimerais, parce que je suis très nul en dessin. J'ai jamais été bon, on va dire, dans tout ce qui est artistique, au sens dessin, savoir choisir les bonnes couleurs, toutes ces choses-là. Et un truc que je me dis qui serait assez fou, et ça a été un peu le moment où je me suis dit, là, je vais vraiment juste m'amuser en fait avec l'IA. Ce serait en fait l'idée, donc comme on disait, on peut déjà faire du prompting pour obtenir des images. On peut rentrer, donc pour l'instant, donc jusqu'à maintenant c'était du texte. Maintenant, on peut rentrer des images aussi. On générait déjà du texte avec les IA. Maintenant, on génère aussi des images qui sont de mieux en mieux. Il y a aussi un palier, je pense, qui va être passé quand on va atteindre la vidéo. C'est-à-dire le moment où on va pouvoir faire ingérer au modèle de données des vidéos et pouvoir surtout générer des vidéos. Là, on va arriver sur quelque chose qui va être, je pense, assez fou. C'est-à-dire qu'on peut facilement imaginer pour des enfants, on va littéralement pouvoir créer des vidéos de ce qu'ils peuvent imaginer ou des choses comme ça. C'est-à-dire, si vos enfants ont des mondes fantastiques dans lesquels voilà, ils s'imaginent, vous pouvez je pense qu'on va arriver à un moment où on va uploader des photos des enfants. On va faire un prompt, on va expliquer, dire voilà, il aimerait être dans un monde de dragons, que de dragons gentils, il aimerait chevaucher un dragon et partir en aventure avec et tout ça. Et je suis sûr qu'on va pouvoir obtenir, alors au début, des petits clips de quelques secondes jusqu'à des choses de plusieurs minutes. Et ensuite, on va pouvoir, avec tout ça, dire voilà, il faudrait qu'il vive une aventure fantastique où il va libérer la princesse, tout ça. Et je suis sûr que dans quelques années, on arrivera à avoir des productions de petits films de 5 minutes d'une qualité vraiment correcte, avec justement des photos de gens qu'on connaît, réels pour le coup, qui seront évidemment de style un peu cartooné, tout ça. Parce que pour avoir des trucs hyper réalistes, je pense que ça va prendre encore plus de temps. Mais sur des trucs un peu plus cartoon, un peu plus de style manga ou animé, je pense qu'on pourra, j'imagine, assez rapidement arriver à ce genre de production, ce qui serait assez dingue. Et même sans aller jusqu'à la vidéo, même par exemple générer une BD customisée avec des gens et des situations à nouveau on prompte, avec un mélange d'images et de prompts des situations qu'on veut voir. Je pense que ça aussi, on va le voir arriver assez rapidement. Et donc là, on arriverait quand même à ce que nous, à l'époque, on lisait les livres dont vous êtes le héros. Et bien là, ce ne sera pas juste le livre dont vous êtes le héros, mais ce sera la bande dessinée dont vous êtes réellement le héros, jusqu'à le film ou l'histoire dans lequel vous êtes vraiment le héros. Et je pense que ça sera assez fou d'arriver à ça. Donc, ouais. Donc prochain, la production de vidéos par les IA va être assez fou, je pense. Donc, j'espère qu'on vous aura inspiré à utiliser quelques outils, si c'est pas le cas, ou peut-être vous inspirer des
des idées parce que finalement, c'est comme on disait, la plupart de ces outils-là, en tout cas, genre Copilot, ChatGPT, etc., ça commence à être... tout le monde est à peu près au courant que ça existe. Maintenant, de là à l'utiliser et juste penser à l'utiliser, penser à des usages, c'est ça la différence, mais ça vaut vraiment le coup de se forcer, de l'avoir toujours dans un coin. Moi, je l'ai juste un tab qui est pin dans mon navigateur. Et comme ça, de temps en temps, j'ai l'œil qui passe dessus et parfois, ça tombe sur un moment où je me pose une question, où je réfléchis à un problème, etc. Et ça veut pas dire qu'on va tous devenir, enfin, je pense pas en tout cas que ça veut dire qu'on va tous devenir complètement léthargiques et incapables de réfléchir par nous-mêmes, plutôt que de brainstormer à trois et de prendre du temps pour tout le monde et tout. Peut-être on peut commencer par brainstormer tout seul et puis au moins arriver avec des trucs qui sont déjà à peu près formés, des idées qui sont déjà à peu près formées quand on parle aux autres ou ça nous fait quand même gagner du temps, comme on disait, sur la production de code qui est pas très intéressante à faire. Mais je pense pas encore que ça va nous remplacer. Oh non, ça c'est un peu, c'est le debunk à faire tout de suite, c'est-à-dire que il y a quelques métiers dans les médias qui vont être plus compliqués, mais je vais reprendre un exemple juste pour finir là-dessus, parce que c'est un point que je pense qui est souvent mis en avant. On dit oui, ça va complètement remplacer. C'est pas vraiment le cas. Par exemple, si on prend l'exemple du copywriting, oui, les copywriters de merde, ou les gens qui faisaient juste en fait du texte sans vraiment avoir, on va dire, une expertise dedans, oui, évidemment qu'ils vont plus être là. Parce que aujourd'hui, si j'ai besoin de générer un texte et que je m'en fous un peu de la qualité, ce que j'aurais fait avant, c'est que j'aurais fait appel à un copywriter que j'aurais pas payé beaucoup parce que je n'attendais pas énormément de qualité. Aujourd'hui, je vais prendre ChatGPT. Donc, évidemment, qu'ils seront plus là. Par contre, si vous voulez avoir un copyright de qualité, là, vous allez toujours aller chercher les gens qui sont très bons là-dedans. Un exemple qu'on peut donner, c'est que quand Julien et moi, donc, on a changé le nom pour prendre TechRunins, on a utilisé ChatGPT en fait pour essayer de trouver des noms qui sonnaient bien. Et la réalité en fait, c'est qu'on a pris aucun des noms que ChatGPT nous a proposé. On a utilisé un nom qui nous plaisait. Et c'est là où je pense que la créativité, quand c'est vraiment un exercice de créativité pure, l'IA, du moins aujourd'hui, et je pense dans les années à venir, va pas réussir à être du tout à ce niveau-là pour l'instant. Et donc, il y a vraiment une expertise à garder là-dessus pour du copyright de qualité, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments et des émotions qui ne pourront jamais être assimilés par l'IA, ou du moins pas dans les décennies à venir, de mon point de vue. Donc, je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup de progrès à faire, si c'est même possible d'y arriver un jour, pour que l'IA arrive à ce niveau-là. Donc, et à nouveau, comme on dit, donc pour revenir au fait que, est-ce que les développeurs vont être remplacés par les IA ? Non, mais en même temps, une petite partie, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exemple que je reprenais, si les développeurs sont en moyenne 10%, peut-être dans les années à venir, 20% plus productifs qu'ils ne le sont aujourd'hui, théoriquement, ça veut dire qu'on va perdre 10 à 20% de jobs parce qu'on n'aura plus besoin de 100 ingénieurs pour avoir la même vélocité de développement qu'on voit aujourd'hui. On en aura juste besoin de 80. Mais la réalité, c'est que ça ne va pas nous remplacer, ça va réduire, je pense, le nombre de développeurs dont une équipe a besoin pour être efficace et arriver au même résultat. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais la qualité de développement ou le résultat qu'on pouvait avoir aujourd'hui ou il y a 5 ans pour développer avec une équipe de 10, on arrivera à la même chose dans 10 ans avec une équipe de 8 ou 7 personnes. Et malheureusement, c'est un peu un hiver puisque l'outil est déjà là, les usages sont déjà là et les outils sont déjà là. Le plus gros conseil que je donne à tout le monde, c'est surtout prenez le train en marche puisque faites partie de ces développeurs qui vont pouvoir se vendre avec la capacité de pouvoir produire plus en étant toujours un seul développeur, et ceux qui vont dire « Oh non, l'IA c'est nul » ou « l'IA j'en veux pas », c'est justement eux qui risquent en fait de perdre leur job. Donc un conseil, et ça s'applique à tous les métiers où l'intelligence artificielle est en train de venir, pas pour vous remplacer, mais pour améliorer votre productivité ou ce que vous pouvez faire, et soyez pas réfractaires justement, elle est déjà là, et elle va arriver. C'est plus une question de si, c'est une question de c'est là, et est-ce que vous arrivez à prendre le train en marche ? Et donc faites-le, sinon vous allez perdre un gros avantage compétitif que les autres vont évidemment prendre en compte et vont mettre en place pour pouvoir mieux se vendre et avoir accès aux postes que malheureusement vous n'aurez peut-être pas parce que vous allez refuser de prendre ce tournant. Donc voilà. Exactement, refuser d'être plus productif, c'est pas productif. C'est pas un bon argument pour avoir un bon job. Donc non, mais après là où ma posture sur effectivement les développeurs et globalement tout le monde d'une façon ou d'une autre va
va gagner en productivité. Maintenant, le truc, c'est, tu vois, typiquement avec les développeurs, on est toujours en shortage de développeurs. On a toujours plus de besoins qu'il y ait de développeurs. Donc, oui, il y aura besoin de moins de gens dans une équipe pour produire la même chose, potentiellement. Mais c'est juste que l'entreprise, elle produira 10% plus. Hein. Donc, je pense pas qu'il y aura des grandes vagues de licenciements et développeurs en disant on n'a pas besoin de vous. Bah non, c'est juste qu'on va produire plus de code parce qu'on se plaint toujours qu'on produit pas assez, nous les développeurs. C'est ça. non, mais je te rejoins là-dessus. C'est plus pour des équipes qui, par exemple, auront des budgets serrés ou des entreprises qui peuvent se permettre moins de développeurs. L'idée, c'est que vous pourrez faire plus de choses avec moins de personnes. Après, on est bien d'accord que quand tu arrives à un niveau d'entreprise où justement le problème, c'est de toujours faire plus alors qu'il n'y a pas assez de monde, là, ce sera juste un allié pour la productivité et non pas une raison pour en avoir moins de développeurs. Donc, mais je suis quand même persuadé que ça va avoir un petit effet, surtout, je pense, et c'est là où on en revient encore une fois, tout ce qui va être les développeurs bootcamp ou ceux qui vont avoir fait une reconversion assez rapide ou du moins qui n'auront pas encore beaucoup d'expérience dans le milieu pour apporter cette plus-value qui est, on va dire, plus haut niveau. Donc tout ce qui va être l'architecture, éviter les pièges dans la conception du code et tout ça, les bonnes practices et tout ça. Tout en gros, si vous n'avez pas une valeur supplémentaire à ajouter, potentiellement, l'IA va être capable de faire plus ou moins votre travail. Si votre travail aujourd'hui, c'est juste de faire du code. Voilà. Là-dessus, je pense que ça, c'est inévitable pour les personnes qui ne font que du code. Maintenant, si vous avez un vrai travail d'ingénieur, informaticien, j'insiste sur l'ingénieur en premier, le premier boulot, et je reviens à ce que je disais plus tôt, c'est vraiment de régler des problèmes et non pas d'écrire du code. Donc forcément, l'IA va pas vous remplacer pour résoudre ces problèmes-là. Donc, peu de soucis à se faire de ce côté-là. Très bien. Donc, bottom line, soyez un vrai développeur. C'est ça. C'est pareil pour le management et pour à peu près tout le monde, je pense. À partir du moment où on crée de la valeur, on essaie de créer de la valeur tous les jours, peu importe les outils finalement. Ce qu'on veut, c'est juste maximiser la création de valeur pour nous, pour nos collaborateurs, pour notre entreprise et potentiellement pour la société. Ok, on conclut là-dessus sur un bel épisode. Oui, un long épisode. bien charnu. Eh bien, sur ce, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ou une bonne nouvelle année. On ne sait pas encore, ça dépend quand ce sera publié. On continue Tech Run-ins, en tout cas en 2024, avec grand plaisir et plutôt 2 fois qu'une. Ouais, bonne fête de Noël à tous. Et puis, comme toujours, essayez de prendre des bonnes résolutions. Encore plus important, essayez de vous y tenir. Et puis, bonne fête de fin d'année à tous. Et puis, dans le doute, on va le dire maintenant, mais bonne année 2024. Comme ça, on prend de l'avance. Excellent. Bonne année 2024. On nous retrouve évidemment individuellement sur pierre.ferret-ferrand.fr pour Pierre, sur julien.deret.fr pour moi, et sur tech-runins.fr si vous voulez nous utiliser à des fins professionnelles, on s'entend. Merci à tous. Salut Julien. Salut.